Mon enfant lit à 3 ans, se passionne pour les chiffres et veut savoir ce qu'il y a après la mort. En même temps, il est totalement incapable de choisir entre une glace à la vanille et une glace au chocolat. Est-ce grave, docteur? Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à Place Publique, où nous accueillons aujourd'hui une personnalité européenne en matière de pédopsychiatrie. Le docteur Olivier Revol, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique de Lyon, c'est juste? Exact. Et spécialiste dans la question du jour, mon enfant est-il normal? Alors, question simple peut-être, un peu bateau, y a-t-il une normalité chez l'être humain? C'est une question énorme, Régis. La normalité, en fait, c'est d'être bien. La mission des parents, c'est de tout faire pour que l'enfant soit autonome, épanoui. Et je dirais qu'un enfant normal, c'est un enfant qui a trouvé la capacité à être bien dans le monde dans lequel il vit, avec toutes ses particularités, ses différences scolaires, intellectuelles, affectives. La normalité, c'est s'adapter. Donc en fait, la normalité, quelque part, c'est un objectif. La normalité, c'est un objectif. Je dirais que ça ne doit pas être au détriment de la créativité, de la différence, mais c'est l'objectif de pouvoir fonctionner avec nos compétences, mais aussi parfois nos handicaps, et de pouvoir fonctionner normalement dans notre vie sociale, familiale, puis professionnelle. Mais alors, la question du jour, on en parle, c'est des enfants sont différents, des adultes aussi, puisque si on est un peu différent par rapport à une certaine normalité à l'âge d'enfant, on le reste un peu tout au long de sa vie. Pourquoi parle-t-on justement de différence? Pourquoi parle-t-on d'enfants normaux et d'enfants à haut potentiel? Bien, on parle d'enfants à haut potentiel comme on parle d'enfants à besoins spécifiques. C'est-à-dire que pour nous, les enfants à haut potentiel sont des enfants différents. Ils ne sont pas complètement plus intelligents que les autres, mais ils ont une intelligence qui est différente, une façon de traiter les informations scolaires, et on y reviendra, mais bien entendu, ça les met en difficulté à l'école, parce qu'ils ne sont pas là, pour le coup, dans la norme standard de ce qu'on attend à l'école, mais ils sont aussi différents dans leur relation aux autres, dans leur relation au monde, et je dirais même dans leur relation avec eux-mêmes. Et c'est cette différence-là qui peut, pas toujours, beaucoup d'entre eux vont bien, mais qui peut parfois les mettre en difficulté et un petit peu en marge. Mais on parle de haut potentiel, ça c'est un petit peu le terme usuel aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont des enfants qui ont une certaine capacité, soit intellectuelle ou peut-être autre, artistique ou relationnelle, à développer quelque chose de plus que les autres? Alors, on parle de haut potentiel en Europe, les Américains parlent de gifted, les doués, un don. Les Canadiens parlent de douance, qui est pas mal non plus. C'est des enfants qui sont nés avec une aptitude particulière qui va être stimulée ou pas par l'environnement et qui va pouvoir se révéler avec des compétences particulières dans certains domaines. Donc oui, c'est des enfants qui ont une certaine différence. Ils sont ni mieux ni moins bien que les autres. Ils sont juste différents. Et ils réclament juste qu'on puisse respecter, d'abord reconnaître, puis respecter cette différence. Est-ce que vous faites une différence entre les enfants HP et les surdoués? Non, actuellement, c'est le terme qui veut dire la même chose, surdoué. On parlait à un moment donné de intellectuellement précoce, qu'on a très logiquement laissé de côté parce qu'il était faux. Ça voulait dire que s'ils étaient précoces, les autres les rattraperaient à un moment donné, alors qu'on reste, et vous avez très bien fait de le souligner, on reste HP toute sa vie, avec les mêmes relations avec les autres, avec la même sensibilité, les mêmes difficultés. Donc, c'est la même chose. Surdoué, précoce, doué, gifted, high ability, qu'on a traduit par haut potentiel. Et le terme de haut potentiel me paraît être celui qui correspond le mieux. Ça veut dire quoi? Il a un potentiel différent des autres, plus haut dans certains domaines, pas de partout, justement, et c'est bien ça la difficulté à l'école. Et il pourra s'en servir potentiellement ou pas. Mais alors, s'il a un potentiel, s'il est talentueux, ça peut amener une certaine forme de jalousie par rapport aux autres ou un effet de mode. C'est quand même la question du jour, puisqu'on va parler des enfants à haut potentiel. N'y a-t-il pas aujourd'hui une sorte de mouvement pour que des parents disent « mon enfant est à haut potentiel » alors qu'il ne l'est pas nécessairement, et d'autres auraient plus envie de mettre les pieds contre le mur en disant « non, 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 je ne veux pas savoir que mon enfant est à haut potentiel », de peur d'être mal vu par les autres? Oui, Régis, vous avez raison. Il y a deux catégories, il y a deux cas de figure. C'est vrai que vous laissez entendre, et à juste titre, que ça fait tendance d'avoir un enfant à haut potentiel. Ce n'est pas exactement ça. Ces enfants-là, pendant très longtemps, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, ils sautaient des classes, pour certains. D'autres étaient exclus du système scolaire. On pensait qu'ils étaient fainéants, pas motivés, etc. Il y avait un malentendu. Et puis, depuis quelques années,
grâce à la recherche, aux neurosciences, à la compréhension du cerveau dont on reparlera, mais aussi grâce à l'aide fondamentale des associations de parents comme l'ASEP, comme l'AFEP, comme l'AMPEP en France, etc. On a pu s'appuyer sur des réseaux qui permettaient de dire à des parents qui pensaient qu'ils avaient un enfant qu'on ne comprenait pas, qui était dans un malentendu complet, d'abord dans la famille, puis ensuite à l'école, puis avec leurs copains, eh bien qu'il y avait une explication à ça. Et que ce n'étaient pas des enfants qui venaient d'une autre planète, ce n'étaient pas des X-Men, ce n'étaient pas des extraterrestres, c'était des enfants qui avaient juste un rapport au monde différent parce qu'ils ont une façon de traiter les informations, depuis tout petit, d'informations neurologiques différentes. Mais alors, pour être un peu plus précis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les symptômes ou comment est-ce qu'on peut identifier un enfant HP ? Alors, depuis tout petit, figurez-vous. Depuis tout petit, et on fait un énorme travail d'information auprès des pédiatres et des médecins pour qu'on apprenne à les repérer très tôt. C'est des enfants qui, très tôt, beaucoup de parents me disent moi, ça fait 25 ans que je les suis, puis maintenant ils sont grands, puis ils m'amènent leurs enfants. Enfin, c'est assez intéressant de Parce que de c'est vieillir. génétique. C'est en grande partie génétique, comme beaucoup de choses actuellement. C'est-à-dire qu'on a le terrain prédisposant pour avoir ce don, et puis ce don, il a été entraîné ou pas. S'il a été entraîné, on risque d'avoir les aptitudes qui vont avec. S'il n'a été pas compris, on risque au contraire d'avoir une inhibition et un refus de s'en servir. Voilà. Deuxième cas de figure dont vous parliez tout à l'heure, avec des enfants qui sont plus malheureux avec cette différence-là. Et puis il y en a d'autres qui vont très bien. Et ceux-là, d'ailleurs, on ne les voit pas, nous, les médecins, les pédopsychiatres, les psychologues. Donc il pourrait tout à fait y avoir des enfants qui sont HP, à haut potentiel, et qui passent tout au long de leur vie sans aucun problème. La majorité, sans doute. Ah, la majorité. La majorité, sans doute. Mais ceux-là, c'est ceux qui ont certainement les capacités les plus homogènes possibles. Ou qui arrivent à s'adapter. Et qui arrivent à s'adapter, qui ont été compris d'emblée par les parents, puis par les enseignants, et puis qui ont aussi, parce que la personnalité, elle est aussi génétique, qui ont aussi une personnalité plus solide, ce que j'appelle des enfants incassables, dès la naissance. Ils sont costauds et ils vont s'adapter, quelle que soit la situation. Et revenons-en peut-être, si vous voulez bien, aux symptômes. C'est des bébés, les parents me disent pratiquement tous, mais lui, par rapport à son frère ou sa sœur, dès la naissance, il me fixait. Alors vous savez que la fixation du regard là, à 20 cm, normalement c'est la fin du premier mois, le deuxième mois de vie. Et là, il me regardait dès la naissance. Puis après, il s'est mis à pousser sur ses jambes très vite, 3-4 mois. Et puis, il regardait de partout. Et puis, bien sûr, l'apparition du langage très tôt, plus tôt parfois que la marche. Ou alors parfois, ils n'ont pas acquis le langage plus tôt, mais les parents disent, il n'a pas parlé plus tôt que son frère ou sa sœur. Mais alors, quand il a parlé, du jour au lendemain, il avait la syntaxe, il parlait comme les adultes, comme s'il attendait. Parce que c'est une des particularités nouvelles qu'on met en évidence, c'est que ces enfants-là ont une rage de maîtriser, ont un besoin de contrôle de tout. Ils aiment bien faire tout sous-sol. Et c'est des parents qui viennent nous voir avec des enfants de 2 ans en disant « mais je ne sais pas comment faire avec lui, il veut toujours prendre la direction des opérations et j'ai beaucoup de mal à obtenir des règles simples, d'aller se coucher, de passer à table. Il est déjà un peu comme un petit ado alors qu'il est encore plus petit. » Et puis, très tôt quand même, c'est des questions, et vous l'évoquiez très justement, Régis, dans votre introduction, des enfants qui posent des questions qu'on ne pose pas à cet âge-là. À 3 ans, en principe, la mort ne devrait pas être un problème, puisque la notion que la mort c'est définitif, c'est 6 ans. Et jusqu'à 6 ans, on imagine qu'on va revivre, qu'on a plusieurs vies comme sur notre console, et eux, très tôt, on ne leur fait pas ce coup-là. Ils savent très bien que la grand-mère qui est décédée, que la personne dont ils ont entendu le décès à la télé, eh bien, cette mort-là, elle est définitive. Donc, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe après? Et quand vous avez votre petit gosse de 3 ans qui maîtrise le langage parfaitement bien et qui va dire à ses papas et Dieu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est invisible? Comment on vit après? Et la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit gosse qui me disait l'autre jour, mais docteur, vous me dites la vie éternelle, je suis d'accord, je suis chrétien, il a 6 ans, mais à quoi ça sert la vie éternelle si elle est aussi dure que la vie d'ici? Oui, évidemment. C'est des questions qui surprennent. Quand vous avez des questions qui nous surprennent et qui nous désemparent, eh bien, on n'est pas forcément, surtout parents, donc impliqués affectivement dans le bien-être de notre enfant, on n'est pas les mieux placés pour y répondre. Et puis par la suite, c'est des enfants qui ont des préoccupations qui ne sont pas celles d'enfants de leur âge. Les cartes Pokémon, les choses de ce type-là, les séries que regardent les autres, ça ne les intéresse pas. Très tôt, 5-6 ans, je ne sais pas pourquoi ils se sont donné le mot. Ils veulent tous être à 5-6 ans, ils viennent de toute la France chez nous. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il veut être ni pompier, ni policier, ni comme son papa. Il veut être archéologue, égyptologue, astronome, paléontologue. Et je me suis demandé pourquoi. Jusqu'à ce que je comprenne que cette rage de maîtriser, ce besoin de contrôle, les pousse à essayer de comprendre tout le temps les limites
d'où je viens, où je vais. Limite de l'espace, limite de l'espèce. Donc quand vous avez ce petit gosse qui est passionné par les dinosaures, qui est passionné par tout ce qui est un peu ésotérique, qui pose des tas de questions auxquelles on a du mal à répondre, bien entendu, on est en difficulté en tant que parent, tant qu'on n'a pas fait le diagnostic. Et à partir du moment où, grâce à l'appui d'un enseignant qui l'a repéré, ou de quelqu'un dans l'entourage qui a un enfant du même type, on fait le test, on valide qu'il a une avance intellectuelle. Donc on fait un test chez un psychologue. Un psychologue, ce sont eux qui sont habilités à faire le test de QI. Eh bien, ça donne du sens. Ça donne du sens non seulement à ces questionnements, non seulement à ce besoin d'argumenter, mais aussi, et c'est un troisième point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est systématique chez l'enfant à haut potentiel, c'est l'anxiété. C'est des enfants qui, depuis tout petit, se font des soucis. Du souci ou qui ont un grave problème à prendre une décision, comme on l'a vu aussi en introduction. Bien sûr. Bah oui, parce que choisir, c'est renoncer. Voilà. Et renoncer pour un enfant précoce, c'est très difficile. Mais est-ce qu'un enfant HP a forcément tous ces symptômes ou il y en a qui sont plus poussés ou carrément qui peuvent être mis de côté? Mais ça ne fait pas de lui un enfant qui n'est pas HP, qui ne fonctionne pas comme les autres. Alors, ils n'ont pas tous ces symptômes, mais l'hypersensibilité, la difficulté à accepter les contraintes et les limites, la difficulté à tolérer de ne pas y arriver, la difficulté à tolérer de perdre le contrôle et la maîtrise, aussi bien à la maison que dans un jeu, souvent des enfants qui n'aiment pas perdre, qui risquent de s'effondrer. Et puis alors, le point qui pour moi est le point central, cet excès d'empathie, sentir ce que l'autre ressent. Et je peux vous dire que depuis bébé, et il me le raconte des années après, mais depuis tout petit, je sentais quand la maîtresse ne m'aimait pas, quand maman était préoccupée, quand papa était déprimé. Et c'est pour ça que vous les appelez, vous, dans vos ouvrages, dans vos écrits, les enfants sentinelles. Et oui, ils sont en position de sentinelle parce qu'ils sentent les choses avant qu'elles n'arrivent et c'est les seuls à les sentir. Donc ils s'épuisent à alerter l'entourage maladroitement. Il va passer la journée à l'école. Imaginez qu'il est en classe enfantine, en 2e ou 3e année, qui sait lire, que les autres ne savent pas lire, bien entendu. Donc il s'ennuie. Et quand il s'ennuie, il pense. Et quand il pense à des choses qu'il imagine potentiellement dangereuses. Il a le moindre avion qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Un avion s'est écrasé, il l'a vu à la télé, c'est sur ses chaussures pratiquement qu'il s'est écrasé. Un tsunami, j'ai un petit gosse qui ne voulait plus aller à l'école parce qu'il fallait longer le Rhône après le tsunami. Voilà. Et il avait peur que ça déborde. Une petite fille de 8 ans qui est allée voir qu'à Bourg-en-Bresse, il y avait peu de risques de tsunami. Et c'est ça qui l'a rassuré. Bon, bref. Donc, ils passent leur temps à se poser des questions, à s'inquiéter. Et ils le gardent à l'intérieur. Et tant qu'on n'a pas fait le diagnostic et qu'il n'y a pas un professionnel ou un parent qui est venu lui dire « mais allez, raconte-les-moi tes soucis, dis-moi ce qui se passe », eh bien, il garde tout ça. Et imaginez à quel point, quand tout votre espace psychique est occupé par ça, quand l'enfant est préoccupé, il n'a plus de mémoire vive pour apprendre, et c'est une des raisons des difficultés scolaires qu'ils peuvent rencontrer. Mais justement, c'est une question que nous avons posée au professeur Jean-Daniel Norman. On lui a demandé si l'école était adaptée aux enfants à haut potentiel. Je vous propose de l'écouter. Professeur Jean-Daniel Norman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Place Publique. Vous êtes fondateur de l'école La Garandrie à Lausanne et aussi professeur multidisciplinaire. Pour vous, l'école du canton de Vaud est-elle adaptée pour encadrer des enfants à haut potentiel ? Vous avez raison d'utiliser, je crois, le mot « adapter » car je pense que c'est un des mots-clés de la question. S'agit-il d'adapter l'école à l'élève ou le contraire ? L'élève à l'école. L'élève à l'école. Une certaine forme de formalisme ou de formation, le faire entrer dans un cadre. Voilà. Philippe Meuret disait que nous étions devenus des possédés de l'homogène. Ouais. Et il est vrai que l'idée qu'il faille la même école pour tous et que ce soit là une exigence de la justice est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Mais à l'intérieur d'une école tout de même très formatée, très normée, il y a ces enfants qu'on appelle des enfants à haut potentiel et qui peinent encore à trouver un nom adéquat pour les désigner, puisqu'on parle d'enfants surdoués, d'enfants doués, d'enfants zèbres, et puis avec M. Revol, d'enfants sentinelles. Mais peu importe, parlons d'enfants à haut potentiel. Eh bien, effectivement, pour ces enfants-là, il est parfois difficile de trouver une place à l'intérieur d'un système conçu pour un élève moyen supposé exister.
et dont je pense par ailleurs qu'il n'existe pas, mais là, je pense que c'est une autre question. Oui, mais justement, là, une question quand même qui revient sans arrêt. On se dit l'école n'est pas adaptée, elle est adaptée finalement à peu près personne ou à une idée de ce qu'on se fait de la normalité, puisque souvent, on entend, et de plus en plus, que les filles sont plus adaptées à l'école qui leur est présentée que les garçons. Alors, quand on sort un peu de ce cadre, de cette formalité dont on se fait une image, forcément l'élève est à côté. Oui, de toute manière. Regardez d'ailleurs, dans l'ensemble des pays européens, l'école est en crise. Au fond, partout, on est d'accord pour affirmer que l'école ne fait pas bien son travail, qu'il faut la réformer, qu'il faut la modifier. Évidemment, avec des recettes extrêmement différentes. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui un problème fondamental de l'école, et je me demande si les enfants à haut potentiel ne sont pas simplement des enfants qui s'avisent plus rapidement de la difficulté de l'école actuelle, qui manifestent plus rapidement un malaise et qui ont souvent peut-être les mots pour le dire. D'où le terme un peu sentinelle utilisé par le professeur Revol. Exactement. Je crois que ce sont des enfants qui nous avertissent d'un malaise qui dépasse infiniment cette catégorie dans laquelle on veut les enfermer. Mais ça veut dire qu'on ne les prend pas suffisamment en charge, qu'on les prend mal en charge, ou qu'il n'existe juste rien pour répondre aux besoins de l'enfant. On les affame. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont une grande soif intellectuelle, peut-être plus manifeste, plus précoce que d'autres, et à qui on n'offre pas la nourriture que leur intelligence réclame. Bon, en même temps, j'ai trouvé ici, donc, dans ce petit fascicule édité par l'établissement primaire Pestalozzi d'Yverdon, qui présente l'école dans son ensemble de la ville, il y a au beau milieu du fascicule « Classe pour élèves à haut potentiel intellectuel ». Donc une structure permet d'accueillir un groupe d'élèves à haut potentiel, je lis ce qui est écrit. Durant une demi-journée par semaine, le projet vise à permettre à l'enfant de surmonter des difficultés spécifiques, le reconnaître dans sa surdouance et lui redonner confiance, améliorer son intégration au cadre scolaire traditionnel. Et il est rajouté, pour y participer, l'élève doit présenter des difficultés sur le plan scolaire, d'intégration ou même de motivation. Ça veut dire qu'on lui vient en aide uniquement quand il y a un malaise. Tout à fait. C'est la grande difficulté actuellement de cette problématique des enfants HP, c'est qu'on a tendance de faire de l'intelligence une maladie. Puisque, effectivement, les parents que j'ai rencontrés et qui viennent me voir parce qu'ils soupçonnent que leur enfant soit à haut potentiel, viennent me dire « mon enfant a été diagnostiqué à haut potentiel ». L'intelligence serait une maladie. Et évidemment, on ne sait pas très bien quoi en faire. Alors, il y a 15 ans, il faut quand même essayer d'être peut-être un peu plus optimiste. Il y a 15 ans, personne ne parlait de ce problème. Depuis, dans le canton de Vaud, on a quand même mis en place justement ces fameuses demi-journées. Et plusieurs établissements publics le font depuis pas mal d'années. Alors, le bilan de ces demi-journées offertes spécifiquement à ces enfants testés, officiellement reconnus comme à haut potentiel, il est un peu mitigé. Pour certains, cela représente au fond la seule demi-journée où ils soient heureux à l'école. Mais parce qu'il y a un programme qui leur est adapté, il y a un système qui est mis en place qui est différent. Comment ça se passe? Eh bien, d'après mes informations, parce que vous savez que je ne suis pas un spécialiste de l'école publique, mais ce que j'en sais en tous les cas par les élèves que j'ai rencontrés, c'est qu'on leur offre à ce moment-là des enseignements très exigeants, des enseignements de haut niveau intellectuel et qui leur permettent de véritablement exercer leur goût de comprendre, leur goût de faire des liens entre les différentes connaissances. Alors on leur offre véritablement quelque chose. En fait, on exige davantage de leur part, ce qui stimule en fait leur soif d'apprendre. On les stimule davantage, exactement. Alors je disais donc qu'il y a ça c'est un bilan qui peut être positif, mais qui peut rendre le reste de la scolarité très douloureux à l'élève, parce que pour lui, le vrai moment de bonheur, c'est ce moment-là, et tout le reste est à supporter pour pouvoir mériter simplement le passage dans cette demi-journée. Mais par contre, d'autres élèves à qui l'on a répété comme un mantra, ce que l'on fait beaucoup, qu'il s'agit d'être comme les autres et qu'il s'agit de s'intégrer, eh bien, ils vont avoir l'impression d'être encore davantage marginalisés par le fait qu'on les sort de leur classe habituelle pour leur offrir cette prestation. Et donc, là, il y a une certaine ambiguïté. Et dans les élèves que j'ai rencontrés, je dois dire que j'ai vu à peu près la moitié d'entre eux étaient satisfaits de cette mesure et l'autre moitié en parlait non pas négativement, mais avec des réserves, je dirais. Olivier Revol, les enfants qui
sans diagnostiquer ou qui ont un bilan de haut potentiel ne souffrent pas nécessairement d'un problème scolaire. Non, bien sûr. On dirait actuellement que la moitié des enfants ont quand même des difficultés, des enfants à haut potentiel ont des difficultés à l'école. Et ce chiffre qu'on retrouve dans tous les pays d'Europe, c'est qu'un tiers n'arrive pas au gymnase. Ce qui est complètement idiot. C'est assez énorme quand même. C'est énorme. C'est énorme et c'est ballot. Je vais vous expliquer pourquoi, Régis. C'est parce qu'au collège, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, le collège est très normatif, avec obligation d'apprendre les leçons par cœur, de répondre à la définition qui est donnée. Combien de gamins me disent « mais je ne comprends pas la prof, je lui ai mis une définition, ce n'est pas celle qu'elle avait mise ». Mais la mienne est juste aussi. Elle est même plus jolie entre nous. Elle est magnifique, elle est imagée, mais elle m'a compté 0. Donc, au collège, on est très dans la pensée convergente, c'est-à-dire une règle, une table, une définition. C'est plus facile à mesurer aussi pour les professeurs qui doivent mettre des notes. C'est plus facile à mesurer. Et puis, c'est important d'apprendre aussi ça. C'est ce que je leur explique à mes petits patients. Tu sais, je sais bien que ce n'est pas le contenu de ce que tu apprends maintenant qui te servira plus tard. Souvent, ils me disent, mais ça va me servir à quoi les maths pour être paléontologue Un gosse me disait l'autre jour, à 5 ans, il était précoce et dyspraxique, c'est-à-dire maladroit. Il me regarde dans les yeux et il me dit, Doc, je peux vous demander un truc? Je lui dis oui. Vous en servez beaucoup de votre compas, vous, tous les jours? Et moi, la maîtresse, elle me persécute parce que je n'arrive pas à faire des ronds avec mon compas. Et je leur apprends qu'il faut apprendre à apprendre aussi. Mais néanmoins, au collège, tant que vous n'êtes pas complètement dans le moule, c'est difficile. C'est au lycée, au gymnase, qu'on commence à ouvrir. Où on demande à l'élève de réfléchir. Où on ne récite pas la leçon de géographie, mais il a un petit problème de géopolitique, et puis, alors ça, ils adorent. Ou un petit problème de SVT, de sciences de la vie et de la Terre, et on lui demande de le résoudre. Mais si on ne lui a pas laissé la chance d'arriver au gymnase, c'est catastrophique. Donc, une de nos missions actuellement, c'est d'apprendre aux directeurs d'école, tolérer un niveau un peu limite qui ne permettrait pas de passer. Je vous assure que cet enfant a les compétences. Et d'ailleurs, quand ils arrivent au gymnase, puis après dans l'étude supérieure, ils vont très bien. Mais justement, vous disiez tout à l'heure que vous faites de la prévention auprès des enseignants. Justement, tout à l'heure, vous parliez surtout des médecins, des pédiatres qui peuvent peut-être voir lors des rencontres avec les parents plus ou moins obligatoires, donc 1 an, 2 ans, etc., de voir comment ils évoluent, éventuellement de poser un premier diagnostic. Mais dans nos écoles, on l'a vu avec le professeur Nordman, les professeurs, les enseignants ne sont pas nécessairement aussi bien éclairés pour reconnaître des enfants comme ça, et tout du moins, en tout cas pas, pour adapter leur enseignement à leur mode de fonctionnement. On ne peut même pas leur jeter la pierre. Personne n'a été formé pour ça. Et même nous, médecins, dans nos études de médecine, puis de psychiatrie, puis de pédiatrie, on ne nous a jamais prononcé le mot avance intellectuelle. C'est des choses qu'on est allé apprendre ailleurs. Moi, je suis parti au Canada en 1995, pendant 6 mois. Là, j'ai halluciné. Mais d'ailleurs, sur tous les enfants différents. Les enfants dyslexiques, les enfants maladroits, dyspraxiques, et les enfants à haut potentiel, ou les enfants qui ont un problème d'attention, hyperactif. C'est tout nouveau en Europe. Donc, ça fait combien de temps qu'on en parle sérieusement en Europe? On en parle sérieusement. On en parle en Europe depuis, disons, on va dire une quinzaine d'années, de façon démystifiée, pour plus en faire des enfants à part, quels qu'ils soient. Et puis, en France, il y a une loi depuis 2005 qui est la reconnaissance de ces enfants à besoins spécifiques. Ouais, c'est très très tard quand même. C'est très tard. Ouais. Et puis, ça se met en route progressivement. Vous savez, l'éducation nationale, c'est un énorme paquebot. Ouais, c'est sûr. Donc, pour bouger juste d'1 degré, il faut du temps. Mais honnêtement, je suis très optimiste. Et la première décennie du XXIe siècle est vraiment celle de la réconciliation de l'enfant différent avec l'école, et en particulier de l'enfant à haut potentiel avec l'école. Il y a plein d'initiatives qui se passent un peu partout, à la demande des écoles. On n'a jamais vu tant de directeurs d'établissement qui nous demandent de venir informer les enseignants sur ces enfants différents, et qui ne regardent plus comme quelqu'un qui va leur apprendre quelque chose d'un peu ésotérique, mais qui ont bien compris, peut-être aussi avec l'évolution de la société. Internet a modifié aussi ce fonctionnement-là avec des enfants qui, ça leur va bien Internet, hein, les enfants à haut potentiel, parce que là, la pensée dont on va parler, qui est la pensée en arborescence, où on part dans tous les sens, ils la trouvent sur la toile. Donc, on est en train de faire un vrai travail de collaboration avec les enseignants. Nous, on a besoin que les enseignants nous disent, ben voilà, un panel d'enfants normal, voilà ce qui se passe. Parce que nous, on voit ceux qui ne vont pas très bien, qui viennent nous voir. Et eux sont contents d'avoir aussi notre éclairage sur voilà comment ils fonctionnent. C'est d'ailleurs le thème de la conférence qu'on a fait à Neuchâtel. Voilà comment ils fonctionnent.
Et puis, maintenant que je vous ai donné les clés de leur fonctionnement, je suis certain que vous allez trouver les solutions pour s'y adapter. Bon, pour ça, il faut donner les capacités aux enseignants de répondre à cette demande-là. Oui. Alors oui, en France, en tout cas, il y a eu une circulaire en 2009 qui impose maintenant à l'Éducation nationale de former les enseignants sur les caractéristiques cognitives, c'est-à-dire intellectuelles, leur façon de traiter l'information des enfants à haut potentiel, et quels sont les d'aménagements qu'on peut mettre en place, que j'appelle des petits arrangements avec les apprentissages. Ben ça, c'est aussi la question qu'on a posée de nouveau au professeur Jean-Daniel Nordman pour la situation en Suisse romande et particulièrement dans le canton de Vaud, comment ça fonctionnait et quelles sont les solutions que lui-même a mis en application. On l'écoute. J'ai envie d'aller un tout petit peu plus dans la polémique puisque vous avez dit on essaye de réformer l'école, on essaye de trouver un système qui soit plus adapté. Dans le canton de Vaud, nous avons voté pour une nouvelle école, la Léo. Est-ce que vous croyez qu'elle va dans le bon sens? Ou alors, une fois de plus, on a omis de prendre en compte la spécificité de chaque élève? Essayons de nous souvenir de ce grand débat à propos de la réforme de la loi scolaire. On a parlé de notes, on a parlé d'examens, on a parlé d'orientation. On s'est demandé combien de voies il convenait de mettre sur pied. Madame Lyon voulait une voie, les initiants voulaient 3, on a tranché, on en a mis 2. Hein. Mais il n'y a rien de là qui puisse porter l'intelligence pédagogique à ébullition. On n'a pas parlé de pédagogie, on n'a pas parlé d'élèves. Donc j'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'exprimer dans la presse à ce sujet. Le débat était un débat purement normatif, d'organisation, purement extérieur. On n'a pas véritablement abordé la question pédagogique et la question de l'élève. Donc en gros, d'après vous, on va aller vers une nouvelle refonte de l'école dans les années à venir? Absolument. On est sans arrêt en train, à mon sens, de tourner en rond parce qu'on ne se pose pas la question du sens de l'école. L'école, on la pense toujours à partir d'un collectif et on ne la pense pas à partir de la personne. Et c'est cette réflexion-là qui a été à l'origine, au fond, de la fondation de l'école de la Garandrie en 1997. C'est de faire une école qui ne fut pas pensée à partir d'une idée collectiviste, mais à partir de la personne. Autrement dit, c'est l'école qui s'adapte aux besoins de la personne. Mais c'est limite utopique, ça, quand même. Utopique, on l'a pensé. Mais c'est tout à fait réalisable, moyennant un certain nombre de moyens. D'ailleurs, chose très curieuse, plus vous montez vers le nord de l'Europe, et plus ce que je vous dis là, et qui vous apparaît presque comme une utopie ou une idée un peu farfelue, devient la plus extraordinaire des banalités. Vous allez en Finlande, vous allez même en Allemagne, vous allez en Hollande, il paraît tout à fait évident que l'école est d'abord destinée à servir la personne. Mais il y a une différence de perception au niveau de l'école entre le nord de l'Europe et peut-être le reste de la majorité? Nous avons dans les pays latins, je crois, une vision encore très napoléonienne de l'école. C'est-à-dire? C'est-à-dire un service public. Hein? D'ailleurs, regardez... Bon, ça a du bon, le service public. Tout le monde a accès à un minimum d'éducation. Tout à fait, à condition que l'on parle bien d'un service public d'instruction ou d'éducation et pas d'un service d'instruction publique. Parce que là, c'est tout à fait autre chose. Fait, bien sûr, Vous voyez la nuance. Oui, c'est clair. Et c'est dans ce sens-là que je vais. Hein. Un service public, oui, pour s'assurer que tous aient accès à ce dont chacun a besoin. Mais parlez-nous un peu plus de ce système, justement, parce que, donc on l'a dit, vous êtes le fondateur de cette école, l'école La Garandrie, qui tire son nom d'Antoine de La Garandrie, un fameux pédagogue qui a mis en place un système. En quoi est-ce différent de l'école qu'on connaît? Alors, tout d'abord, une précision. Antoine de La Garandrie n'a pas développé ses intuitions pédagogiques spécifiquement pour les enfants surdoués. Il s'agit, si vous voulez, d'une réflexion d'un philosophe, il est d'abord philosophe, et c'est très important, sur la réalité et la modalité de l'acte de connaissance. Et les intuitions de La Garandrie s'appliquent aussi bien à des enfants à haut potentiel qu'à des enfants éventuellement hyperactifs. Et lui-même l'a beaucoup travaillé aussi avec des enfants trisomiques. C'est-à-dire qui ont, dans l'autre sens, à l'inverse, plus de problèmes d'apprentissage ou un retard mental. Voilà. Donc il s'agit chez La Garandrie de l'intuition que l'acte de connaissance est un acte qui peut se décrire et dont l'enfant peut prendre conscience. Ça, c'est une première chose. En fondant l'école pour les enfants à haut potentiel, nous avons pensé que cette pédagogie-là était la plus adaptée,
à condition ensuite de la mettre en œuvre de manière tout à fait personnalisée. Parce que vous pouvez très bien travailler avec les intuitions pédagogiques de la garandrie, la gestion mentale, dans une classe de 30 élèves, mais nous avons décidé de la mettre en œuvre dans un enseignement qui fut absolument personnalisé. Oui, mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que tous les enfants ont une capacité d'apprendre et qu'ils ont un système d'apprentissage qui est différent à chacun d'eux. Exactement. Et pour être vraiment optimal dans le résultat, si on veut, c'est de permettre à chaque enfant de découvrir sa propre façon d'apprendre. Exactement. Mais ce n'est pas possible, comme vous le dites, ce n'est pas possible de le faire dans une classe de 30 élèves. C'est juste Mais c'est impossible. possible. Non, c'est possible. C'est possible à condition de savoir où on met les priorités. C'est-à-dire, si je suis face à une classe de 30 élèves, c'est peut-être effectivement beaucoup, parce que là se posent des problèmes qui ne sont plus pédagogiques, qui sont des problèmes de gestion. Il faudrait 12 encadrants dans une classe de 30 élèves. Pas forcément, ce sont des habitudes mentales qu'il faut donner aux enfants très jeunes. C'est-à-dire, non seulement de leur proposer de réaliser des tâches dans un espèce de jeu technique que j'appellerais d'input-output, c'est-à-dire, je te donne une information et ensuite je contrôle pour voir ce qu'il en reste, mais leur donner l'habitude de s'observer eux-mêmes et de vérifier comment ils s'y prennent pour réaliser une tâche. Et l'expérience montre que quand vous travaillez comme ça avec un enfant, il finit par automatiser cette procédure. C'est-à-dire qu'il va toujours se dire, ben voilà, moi on vient de me donner une consigne, je dois apprendre un vocabulaire, je sais comment m'y prendre, moi, pour apprendre ce vocabulaire, alors que mon camarade, lui, va procéder autrement. Mais pour ça, il faut déjà que les maîtres se soient avisés de ces procédures. Donc, tout un travail de formation des maîtres à ce sujet. Oui, ben ça c'est quand même quelque chose qui doit être revu carrément dans la formation des instituteurs. Tout à fait, il lui faut 2 générations. En tant que ça, c'est encore un projet d'avenir, si j'ose dire. Ah oui, c'est un avenir que je ne verrai plus. Voilà. En ce qui concerne les parents qui ont actuellement des enfants à haut potentiel, qu'ils aient un problème d'intégration ou non, qu'est-ce qui existe dans le canton pour venir en aide à ces parents et à leurs enfants? Alors, il y a d'abord une association qui s'appelle la ZEP, Association suisse des enfants précoces. Bon, elle a repris cette nomenclature française de l'enfant précoce, qui est un peu malheureuse parce qu'elle laisse penser que l'intelligence est une espèce de maladie dont il va guérir avec l'âge. Mais enfin, le sigle fonctionnait bien et l'ASEP offre effectivement aux parents un soutien, une aide, une orientation en fonction des situations individuelles, pour pouvoir les orienter soit vers un conseiller pédagogique à l'intérieur du système public, soit leur parler de l'existence de ces classes auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, soit éventuellement leur parler des quelques écoles privées qui fonctionnent de manière à cibler spécialement ce type d'enfants-là. Oui, mais justement, là, de nouveau, on parle de privé, et donc c'est quelque chose qui est donc de finance, effectivement, et donc de quelque chose qui est accessible pour les parents aisés. Tout à fait, pour les parents aisés, et c'est là l'énorme injustice du système, c'est-à-dire que vous avez dans ce canton, mais comme dans beaucoup de pays latins, vous n'avez accès à choisir l'éducation de votre enfant que si vous avez les moyens de vous offrir ce choix. Olivier Revol, on a une question quand même en qualité de parent. Mon enfant est à haut potentiel, j'ai des problèmes moi-même pour essayer de le cadrer, pour l'encourager, parce que je n'ai pas envie que ce potentiel soit galvaudé. Qu'est-ce que je dois faire ou comment m'y prendre pour stimuler cette intelligence précoce? Alors, avant de stimuler cette intelligence précoce, la mission de parents, les parents ne sont pas des entraîneurs scolaires. Les parents, leur mission, c'est d'éduquer. Ex-ducere. Conduire au dehors. Que mon enfant soit porteur de handicap, physique ou psychique, soit différent, soit dyslexique, je dois tout faire pour que progressivement, il s'autonomise et qu'un jour, il puisse se passer de nous. Et qu'il soit heureux, comme vous le disiez en introduction. Qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui et qu'il trouve sa place dans la société. En fait, la mission de parents, c'est de tout faire pour que nos enfants trouvent la leur. D'accord, ouais. Qu'ils soient à haut potentiel ou pas. Mais si c'est tellement différent pour les hauts potentiels, on fait quoi? Alors, c'est là que c'est différent. Et imaginez un petit gosse, et votre question est tout à fait juste, un petit gosse qui, dès 2-3 ans, essaye de faire sauter les barrières entre ses parents et lui. Discute d'égal à égal, argumente d'égal à égal, pose des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Ce qu'on s'attend de la part d'un adolescent, presque. On s'attend de la part d'un adolescent. Et on a quand même un enfant sur lequel on doit garder le contrôle et la maîtrise. D'où un adage que je diffuse depuis une vingtaine d'années,
très bien madame, très bien monsieur, vous avez un enfant à haut potentiel, c'est tout de même une chance, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des précautions à prendre pour éviter qu'il n'en souffre, mais a priori d'ailleurs, nos études sur la qualité de vie des adultes à haut potentiel montrent qu'ils ont une qualité de vie identique à celle des adultes standards. Même s'ils n'ont pas pu faire les études qu'ils voulaient ou qu'ils auraient pu. Même s'ils n'ont pas pu faire les études. C'est une très bonne remarque parce que souvent des parents viennent me voir en me disant « Mais tout ce que vous me racontez sur mon fils ou ma fille, mais c'est ce que j'ai vécu, la sensibilité, l'empathie, le rejet, le désintérêt pour l'école. » Et c'est vrai que j'aurais adoré faire enseignant, architecte, médecin, et j'ai pas pu. Mais ils ont tous rebondi, figurez-vous. Ouais. Ils ont tous rebondi parce que dans un milieu d'adultes, l'adulte à haut potentiel, il choisit ses amis. Quand il est au collège, quand il est à l'école infantile, quand il est en primaire, on lui impose des règles. Donc, j'en connais pas qui est sombré, ou peut-être que je les vois pas, mais je dirais que je suis assez optimiste pour ça. Donc, le conseil donné aux parents, mon adage, très bien, vous avez un enfant différent, ok, je vais vous donner des trucs. Je vais travailler avec l'école, puis on travaille vraiment. On va autour d'une table comme ça. Alors, les petites tables et les petites chaises quand on est à l'école infantile, les grandes tables où il y a 12 profs quand on est au collège, avec les parents au gymnase, et les professeurs. Avec les parents et les professeurs. Ouais. Et on explique, et chacun explique les difficultés qu'il a avec l'enfant, et puis on essaye d'arriver à un consensus. Bon. Donc, la question pour les parents, c'est de dire, ok, vous avez un enfant, on va s'en occuper. Vous avez un enfant pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, c'est un enfant. Et plus que les autres, figurez-vous, il a besoin de cadres et de limites. Oui, mais docteur, c'est dommage. C'est difficile, il faut toujours dire non. Il faut dire non, puis c'est dommage de ne pas discuter parce qu'il dit des choses tellement intéressantes. Ouais. Oui, mais au niveau de l'éducation, aller se coucher, passer à table à l'heure, fermer la console et l'ordinateur, quand vous le dites, c'est fondamental. On discutera après. Ça lui donne cette sécurité qui lui manque quelque part? Ça lui donne cette sécurité qui est pour lui fondamentale parce que plus qu'un autre, il est insécure. Ouais. Plus qu'un autre, ces questionnements incessants l'inquiètent. Et que dire pour un enfant qui pense à 3 ans, à plein de choses terribles, à la fin du monde, à 2012, ça les inquiète beaucoup, l'histoire de la fin du monde, etc. Tous mes enfants au potentiel m'en parlent. Bref, et ça se rapproche. Et que dire? Que doit penser ce gamin qui compte quand même sur les adultes pour l'aider et qui voit que les mêmes adultes qui sont en charge de sa protection sont incapables de l'envoyer au lit? Il se dit, bah, c'est foutu, quoi. Le jour où j'aurai vraiment besoin d'eux, le jour où il y a une catastrophe naturelle ou géopolitique, je ne sais pas du tout comment ils vont faire. Donc, reprendre la barre quand on est parent de façon ferme et bienveillante. Chérie, on en parlera demain de ton problème par rapport au sommeil, mais là, tu vas te coucher. Et puis, là, on les rassure. Et si l'enfant sent que dans la barre, il y a du mou, il va essayer de la prendre. Et tous ces enfants à haut potentiel qui essayent de diriger ce qui se passe à la maison, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une défaillance au niveau il n'y a plus de pilote dans l'avion. Mais en gros, ce que vous nous racontez, c'est que finalement, il suffit d'avoir un peu de bon sens, un peu d'éducation qu'on va appeler classique, c'est-à-dire en posant des limites, en donnant un cadre, en faisant respecter les règles conventionnel, si j'ose dire. C'est-à-dire tu ne réponds pas comme ça à ton papa, à ta maman, tu obéis aux quelques règles de base et finalement, tout va bien. Mais plus que pour les autres, encore, et c'est plus difficile que pour les autres. C'est plus facile face à un enfant docile qui n'a aucun problème avec le respect des règles et des consignes parce que son intelligence ne le pousse pas à prendre la maîtrise et le contrôle de tout. C'est plus facile pour un enfant standard. Mais en même temps, c'est facile, Régis, d'élever un enfant facile. Ouais. J'en parlerai avec M. Norman. C'est facile d'enseigner à un enfant facile. Ouais. C'est pas celui-là qui nous fait bouger. Ben non, évidemment. C'est pas celui-là qui nous fait avancer. C'est pour ça que dans la notion de sentinelle, il y a aussi des gamins qui vont faire bouger un peu les lignes, qui vont nous remettre en question en tant que parents, en tant qu'enseignants. Et puis, honnêtement, tout le travail qu'on fait autour des enfants à haut potentiel sert énormément à tous les enfants à besoins spécifiques. Ouais. C'est en ça aussi que c'est des sentinelles remarquables et qu'on doit les écouter, qu'on doit les rassurer, qu'on doit les cadrer, mais qu'on doit reconnaître leurs différences. D'accord. Olivier Révoll, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur Place Publique et puis aussi de nous avoir rassurés finalement sur le sort qu'attendent ces enfants au potentiel, qui est finalement pas du tout dramatique, mais que, comme vous nous l'avez dit, ils s'en sortent très très bien dans la vie. C'est une chance.
Madame, Monsieur, c'est ainsi que se termine cette édition de Place Publique. Si vous voulez en savoir plus sur les enfants au potentiel, comment les encadrer, comment leur trouver des solutions, leur proposer des solutions, nous vous invitons à visiter le site de l'ACEP dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Place Publique et sinon toute la semaine quand vous voulez sur Max TV et maxtv.ch. Au revoir.